Le visage du soldat brûlait comme si de minuscules aiguilles perçaient dans sa peau. La température était sous les 40 degrés Celsius et le refroidissement éolien l'accentuait. Blotti sur le flanc de la colline gelée, entouré de camarades silencieux, il avait attendu des heures. Autour de lui, le froid de la nuit nord-coréenne entourait le soldat alors qu'ils attendaient l'ordre d'attaquer. Les Américains étaient retranchés à Chosin, prêts à défendre le réservoir. Désespéré, il trébucha sur le sol inégal et gelé, cherchant la compagnie voisine. Chaque pas était une lutte, ses jambes engourdies. Le vent hurlant l'entourait. Il a atteint le sommet de la colline en criant, mais sa voix s'est perdue dans l'obscurité. En atteignant le premier soldat, son cœur s'est arrêté. Des visages impassibles le fixaient. Ils étaient tous morts, des statues de glace dans la neige. La peur l'envahit, sa poitrine se comprimant de plus en plus. S'il restait, il gèlerait comme les autres. Mais courir signifiait se jeter dans la fusillade américaine. Son cœur s'emballait, il paniquait, le souffle court. Le temps pressait, et il n'avait que quelques secondes pour décider. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous allons vous raconter comment une armée chinoise entière a failli mourir de froid. Le 25 juin 1950, des troupes nord-coréennes ont traversé le 38e parallèle, déclenchant un conflit qui allait remodeler la région. En même temps, de l'autre côté de la frontière en Chine, le haut commandement n'avait aucune intention de s'impliquer dans une guerre étrangère. Le Parti communiste chinois ou PCC était concentré sur la destruction des derniers bastions nationalistes à Taïwan, Hainan et près de 50 autres îles au large du continent. La 9e armée, une des unités d'élite de l'armée chinoise, a été sélectionnée pour écraser systématiquement les nationalistes. Ces vétérans ont combattu les Japonais durant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale avant de retourner leurs armes contre les nationalistes en Chine. À l'été de 1950, les forces communistes avaient envahi presque tous les derniers bastions nationalistes, et le PCC se préparait à son grand assaut sur Taïwan. Les communistes avaient rassemblé environ 300 000 troupes dans le sud de la Chine. 150 000 hommes de la 9e armée avaient été choisis pour mener la charge. Les événements sur la péninsule coréenne ont cependant tout bouleversé pour le PCC. Alors que la guerre de Corée faisait rage, le général MacArthur a exécuté son coup de maître, un audacieux débarquement amphibie derrière les lignes ennemies à Incheon. Cela a entraîné une déroute totale de l'armée nord-coréenne. Initialement, l'élite de la 9e armée ne faisait pas partie de cette action, mais l'offensive éclair des troupes américaines a rapidement forcé la main de la Chine. Au début octobre, Mao a personnellement informé le commandant de la 9e armée que leur mission avait changé. Ils n'allaient plus envahir Taïwan. Ils se dirigeraient plutôt vers le Shandong pour 2 mois d'entraînement à la guerre en hiver. Mais même ce plan a échoué. Quand la 9e armée est arrivée au Shandong, la situation en Corée du Nord avait empiré. Les forces américaines avaient capturé Pyongyang, et avec moins de 20 000 soldats chinois stationnés à l'est de la Corée du Nord, le PCC a ordonné un déploiement immédiat. Au lieu de passer 2 mois en formation, les hommes de la 9e armée n'ont reçu qu'une semaine de préparation avant de partir pour le front. Cette décision s'est avérée désastreuse. À leur arrivée, les officiers chinois ont été horrifiés de constater que beaucoup de leurs troupes n'étaient pas préparées pour le brutal hiver nord-coréen qui les attendait. Les hommes portèrent des chaussures en toile et des uniformes en coton matelassé. Leur équipement pour le froid se composait d'un peu plus que de légères vestes. Paniqués en voyant ça, les officiers chinois à la gare ont immédiatement réquisitionné plus de 600 manteaux d'hiver pour tenter de protéger leurs hommes du froid imminent. Malgré tous leurs efforts, ils parvenaient à peine à habiller les 10 000 soldats de la 59e division. Au cours des jours suivants, les logisticiens chinois se sont démenés pour trouver 72 000 manteaux d'hiver pour la 9e armée. Plus de la moitié des hommes affronteraient l'hiver coréen le plus froid jamais enregistré avec rien de plus qu'une chemise légère entre eux et les températures glaciales. En raison d'un manque de camions et de routes de montagne dangereuses dans la partie reculée de la Corée du Nord, la 9e armée a abandonné presque toute son artillerie, ses armes lourdes et ses fournitures. Chaque homme portait environ 80 cartouches pour fusil. Chaque soldat s'est transformé en mulet, transportant au total près de 1300 tonnes de munitions que l'armée possédait. Après la première nuit, la 58e division du 20e corps a perdu 700 hommes à cause des engelures. Ce n'était pas seulement une perte tactique, c'était une descente aux enfers pour ceux qui ont survécu. Un vétéran se rappelle que les soldats dormaient avec leurs chaussures la nuit. S'ils les enlevaient, au matin leurs pieds étaient si gonflés par les engelures qu'ils ne pouvaient remettre leurs bottes. Alors que la situation semblait au plus mal, la 9e armée a subi un autre revers, un manque de nourriture. Le soldat moyen de la 9e armée a quitté la Chine avec environ 38 jours de rations.
La marche de la frontière jusqu'au réservoir de Chezin devait prendre environ 18 jours. Les soldats marchèrent de nuit pour esquiver les attaques aériennes et se reposèrent le jour. Le manque de nourriture convenable se faisait sentir. Les soldats devenaient de plus en plus faibles, plus lents, plus vulnérables. Les vétérans se rappellent comment la bonté des villageois nord-coréens leur a permis de survivre. Certains ont dû chercher des pommes de terre. D'autres ont eu recours à manger n'importe quel chat, chien ou rat qu'ils pouvaient attraper. Les soldats étaient trop épuisés pour continuer à marcher. Ils ont pris du retard sur leurs camarades, jurant de les rattraper une fois rétablis. Ils s'allongeaient dans la neige pour se reposer, pour ne plus jamais se réveiller. Le QG savait que le temps pressait. S'il ne résolvait pas cette crise alimentaire, la 9e armée pourrait mourir de faim bien avant d'affronter un soldat américain. La solution était de recruter des milliers de civils chinois et coréens. Un nombre stupéfiant de 150 000 livres de pain par jour étaient cuites par des civils et livrées à l'armée en marche. Mais la réalité sur le terrain était grave. Une grande quantité de ces vivres précieux n'a jamais atteint les soldats affamés de la 9e. La désertion s'est rapidement propagée dans les rangs. Des compagnies entières ont arrêté leur progression. Un commandant de bataillon a déserté et a été rapidement tué. Il a été personnellement exécuté par le commandant de la 9e armée. Mais après 18 jours d'enfer, la 9e armée a finalement encerclé le réservoir de Chezin. Les Américains étaient à portée de main. Malgré tout ce qu'ils avaient enduré, les hommes étaient maintenant prêts pour une dernière frappe décisive. Mais le pire restait à venir. À la veille de la bataille, la 9e armée avait un plan audacieux, encercler les Américains et les anéantir systématiquement. Mais la réalité était tout autre. Après 2 semaines brutales de marche à des températures négatives, les soldats chinois n'étaient pas en état de combattre. Les soldats de la 9e armée étaient plus faibles, plus lents et plus épuisés que leurs homologues américains. Pour aggraver les choses, les soldats avaient été contraints d'abandonner leurs armes lourdes en Chine. Ils étaient renvoyés au combat avec seulement leurs fusils, baïonnettes et grenades. Seules quelques petites pièces d'artillerie et des mortiers apporteraient un appui-feu, sans garantie d'atteindre le champ de bataille. Un vétéran a déclaré que le premier jour de la bataille, ils ont attendu des heures pour attaquer, sans nouvelles. Les hommes se blottissaient par groupes de 2 ou 3 sous une couverture, se serrant les uns contre les autres dans la neige pour se réchauffer. Quand le signal d'attaque a retenti, les hommes s'attendaient à se ruer comme une vague pour submerger l'ennemi. Mais cela ne s'est pas produit. Alors que les hommes se levaient pour charger les Américains, ils pouvaient à peine se tenir debout. Ils étaient raides, luttant pour courir. Leurs armes étaient inutilisables, gelées et incapables de faire feu. Même les armes étaient affectées. Les balles américaines les abattaient facilement. Un vétéran se souvient de la terreur pure alors qu'il essayait de charger une nouvelle cartouche dans son fusil à verrou, mais le verrou était complètement gelé. Pris de panique, il jeta son fusil et tenta de saisir une grenade à main, mais le froid avait gelé ses doigts ensemble, les bloquant. Il ne pouvait même pas retirer la goupille de sécurité. N'ayant pas d'autre choix, il chargea vers une mitrailleuse américaine, armée seulement d'un couteau. Après avoir débordé les premières positions américaines, les soldats ont cessé d'avancer, malgré les encouragements de leurs officiers. Les Américains morts, avaient des bottes chaudes et beaucoup de nourriture à manger. Au lieu de continuer l'attaque, les Chinois ont pillé les fournitures nécessaires à leur survie. Au fil de la bataille, la température chutait de jour en jour. En raison de l'écrasante supériorité aérienne américaine, les Chinois ont dû mener la plupart de leurs attaques de nuit. Allongés dans un ravin, les hommes attendirent l'ordre d'attaquer en essayant de dormir un peu. Ils ne pouvaient dormir qu'1 heure à la fois, avant que leurs camarades ne doivent les réveiller pour qu'ils ne meurent pas de froid. Pendant son tour de garde, un homme a décidé de se rendre dans une compagnie voisine pour voir comment ils s'en sortaient. Mais en arrivant à leur position, il a découvert une scène terrifiante. Toute la compagnie, plus d'une centaine d'hommes, étaient gelés sur le sol. Ces soldats, épuisés par des semaines de marche forcée et de combat, se sont simplement endormis et aucun d'eux ne s'est réveillé. Il était clair que les hommes ne pouvaient plus attendre l'ordre d'attaquer. S'ils le faisaient, ils mourraient de froid avant même d'avoir une chance de se battre. Le froid glacial était aussi mortel que tout ennemi, et attendre équivaudrait à une mort assurée. De nombreux soldats ont préféré une balle américaine à une mort lente et glaciale dans la neige. Le 6 décembre, la température avait chuté à un brutal moins 45 degrés. Les Marines américains, résolus à éliminer une compagnie de fusiliers voisines, ont prévu une attaque audacieuse à l'aube contre les forces chinoises. Ce matin-là, les Marines ont chargé la colline, s'attendant à essuyer des tirs à tout instant. La colline était d'un silence mortel. Les Chinois avaient-ils déserté? Alors que les Marines atteignaient le sommet de la colline, ils s'attendaient à un combat rapproché.
Mais ce qu'ils ont trouvé était encore plus glaçant. Le froid avait agi à leur place. Toute la compagnie de troupes chinoises était figée de froid dans leurs trous de renard. Au cours des semaines suivantes, le froid et l'acier américains ont continué à infliger d'horribles pertes à la 9e armée. Dans certaines unités, les pertes dues au froid ont surpassé celles au combat. La 79e division a subi près de 2150 pertes au combat, mais a perdu encore 2300 hommes à cause des engelures. Le haut commandement chinois s'est rendu compte que la bataille touchait à sa fin. Le 15 décembre, les Chinois ont stoppé leur progression, permettant aux Américains d'évacuer presque sans résistance. Environ 150 000 hommes ont quitté la ligne de départ début novembre 1950. Le 15 décembre, l'armée chinoise a signalé au moins 19 000 victimes de combat et un nombre stupéfiant de 29 000 hommes perdus à cause des éléments naturels. Après la bataille, Mao Zedong a félicité les hommes de la 9e armée pour leur victoire, demandant même s'ils avaient suffisamment de nourriture chaude et de vêtements chauds. Mais ces mots étaient trop tard. Pour les soldats de la 9e armée, c'était un geste creux. Ces hommes avaient connu un niveau de froid et de privation que peu de soldats dans l'histoire ont jamais connu. La mission était-elle vouée à l'échec dès le début selon vous? Qu'auriez-vous fait dans leur situation? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Allez maintenant regarder l'histoire incroyablement folle d'un petit soldat, ou cliquez sur cette vidéo à la place.